Bonjour à toutes, bonjour à tous. Deuxième vidéo sur l'analyse des coordinations motrices. Et donc, cette vidéo va avoir comme objectif d'expliquer, du point de vue théorique, comment fonctionnent les coordinations motrices et de préciser les fonctions processus correspondantes, ce qui nous permettra de passer sur les fonctions de l'intelligence motrice mises en œuvre dans les coordinations motrices. Il y a lieu, dans un premier temps, de distinguer les coordinations motrices des coordinations visio-motrices. Elles sont pratiquement souvent fonctionnent ensemble, mais il est nécessaire de les distinguer. Donc on parlera de coordination visio-motrice à partir du moment où il y a déplacement dans l'espace de la personne et ou d'un mobile qui se déplace en direction du sujet. Ce qui nous permet déjà de distinguer dans les classifications les coordinations visio-motrices effectrices. L'individu se déplace dans l'espace et adapte son déplacement à l'espace en anticipation. Les coordinations visio-motrices réceptrices où il reçoit un ballon ou un objet qui vient vers lui, et les coordinations visio-motrices mixtes. Elles impliquent la mise en relation des actions dans l'espace personnel, ici symbolisé dans la photo de ski par le carré rouge, au sein de l'espace extrapersonnel, c'est-à-dire ici celui qui va jusqu'au bâton rouge, lui-même au sein de l'espace lointain. Et dès qu'on parle de coordination visio-motrice, il peut y avoir coordination d'action, qui, elles, sont nécessairement des coordinations visio-motrices. Et donc, par rapport à ces coordinations visio-motrices, nous avons, dans la dernière vidéo, parlé des coordinations motrices. Et donc, les coordinations motrices, c'est celles au sein de l'espace personnel, coordination globale ou de mouvement, coordination gestuelle, coordination manuelle et podale, et elles peuvent impliquer, bien évidemment, la vision, puisqu'ici, il s'agit de rattraper la barre. Et donc, on intégrera la question de la vision pour guider le mouvement dans les coordinations motrices. Quelle définition? Comment caractériser une coordination? Eh bien, déjà, une coordination, ce sont des rapports de temps et d'espace. De temps et d'espace, d'espace, ici, pour faire correspondre dans l'espace ce qui est en train d'être jonglé, et de temps pour que ça se passe au bon moment, c'est-à-dire que le lancer se fasse bien au moment où il va permettre de rattraper de l'autre côté le petit objet qu'on fait jongler. C'est toujours en vue d'un résultat. Une coordination, elle se définit par le résultat qu'on atteint et qu'on permet d'atteindre. Grâce à la structuration et à l'organisation de différents éléments ou sous-parties du tout en une totalité. Ça, c'est important, parce qu'en fait, une coordination suppose de mettre ensemble des éléments apparemment disparates qui vont du coup devenir une totalité. Et élément supplémentaire avec harmonie. Ça veut dire quoi avec harmonie? Une harmonie, on entend bien le concert, on entend bien l'orchestre. Harmonie, il y a donc l'idée de musicalité, de finesse, de justesse et la perte l'abandon de tout ce qui va être parasite et qui va détruire cette harmonie. Temps, espace, résultat, réorganisation, structuration, harmonie. C'est ça qui caractérise une coordination, et une belle coordination, eh bien, on l'aperçoit tout de suite. Alors, comment on va l'expliquer, ces coordinations, dans les différents modèles? On va d'abord le voir dans le modèle cybernétique. Vous voyez apparaître dans l'ordre de présentation de ce qui va être fait. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un modèle cybernétique? Tout simplement, un modèle cybernétique, c'est celui que nous utilisons depuis le début. L'individu comme un système de traitement de l'information, avec un système d'entrée qui reçoit les informations, un système central qui traite les informations et propose des solutions, et un système de sortie qui donne les réponses. Le modèle de l'ordinateur. Et dans ce modèle-là, la coordination apparaît comme la faculté d'organisation conduisant l'organisme de la prise d'information à la participation et à la régulation des unités motrices impliquées dans le mouvement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, ça veut dire que la coordination, elle suppose prise d'information sur son corps, prise d'information proprioceptive, et elle va supposer de solliciter les unités motrices nécessaires dans un certain ordre, et donc, à partir du recrutement de ces unités motrices, de recruter l'ensemble des muscles correspondants. Et qu'est-ce qu'on peut bien avoir comme coordination sur lesquelles on s'appuie pour travailler, pour faire des exercices, pour améliorer la technique? Eh bien, notre système, il est hiérarchisé. C'est-à-dire qu'en fait, on a différentes coordinations qui nous préexistent et qui se développent dans la petite enfance. La première coordination, c'est celle des réflexes. Réflexe myotatique et myotatique inverse, c'est-à-dire le fait que quand on étire un muscle, il se relâche, et quand on l'étire un petit peu plus,
Non, excusez-moi, c'est le fait que quand on étire un muscle, il se contracte, et quand on étire un petit peu plus, l'articulation fait qu'il se relâche. Et la deuxième coordination réflexe, c'est la coordination agoniste-antagoniste, inhibition réciproque. Quand je contacte un agoniste, je décontracte l'antagoniste correspondant. On a une deuxième coordination qui nous organise, c'est celle des programmes moteurs innés qui se développent dans la petite enfance. Donc tout ce qui est les programmes d'équilibration, mais les programmes de la marche et la locomotion. Et donc toute coordination va intégrer ces coordinations. Quand vous faites du multibond, eh bien, le réflexe myotatique et myotatique inverse fonctionnent, ainsi que les programmes moteurs innés. Et il va y avoir des fois où il va être nécessaire de construire des programmes moteurs acquis, qui vont transformer ces programmes habituels. Et donc, on a deux cas dans les coordinations. On a le cas où les coordinations vont faire appel à des programmes existants, et il va falloir améliorer leur flexibilité, c'est-à-dire leur adaptabilité et la capacité à ces programmes à varier dans certaines marges, sans être déstructurés. On parlera de coordination naturelle, celles qui sont les plus faciles. Et puis, il y aura le cas où on sera dans la transformation de circuits nerveux pour de nouveaux apprentissages, grâce aux qualités de plasticité du circuit nerveux, leur capacité à construire de nouveaux circuits. Et là, on sera dans des apprentissages. Et dans ces apprentissages, eh bien, on va utiliser l'existant, on va l'améliorer, c'est le premier cas de la flexibilité, on va devoir le dépasser dès qu'on le remet en cause, et donc déconstruire ce qu'on sait pour reconstruire autrement. Ça entraîne souvent une perte d'efficacité, un moment où l'individu a l'impression d'être moins bon, et il va falloir reconstruire, et donc toute nouvelle habileté va s'appuyer sur les habiletés existantes. Et donc on va devoir transformer les processus nerveux et intégrer les sous-parties en un tout. Nos différents petits programmes vont devenir un programme global. On va devoir passer, si c'est nouveau, par des dissociations de nos fonctionnements habituels, par des nouvelles associations, par une réorganisation de ce qui se passe, une restructuration sous-jacente, c'est-à-dire les programmes changent, et une intégration dans une totalité, avec la construction d'un nouveau programme. Et donc, on va créer, dans toute nouvelle coordination, une nouvelle totalité, une continuité, un nouveau rythme, un lissage, c'est-à-dire qu'en fait, on va enlever tout ce qui est de parasite. Commentaire sur une vidéo pour expliquer tout ça. Donc, un exemple de coordination qui remet en cause les programmes moteurs innés et qui va supposer de la dissociation et de l'association. Je le commente à partir de cette vidéo de golf. Ici, la position de départ, vous voyez bien ici qu'on a les épaules qui sont orientées d'un côté, le bassin qui est orienté presque du même côté, mais relativement moins ouvert, les genoux qui sont, eux, orientés aussi dans une direction qui n'est pas la même si on prend les genoux ici, si on prend le bassin, si on prend les épaules, et on voit bien la nécessité de dissociation. Et de la même façon, au niveau des deux bras, eh bien, on a un fonctionnement qui va être global des deux bras, mais il va être fonctionner en décalé par rapport aux jambes. On la voit. Regardez ici comment se structure le mouvement du pied par rapport au mouvement de la hanche, par rapport au mouvement du bras, pour permettre un retour retardé du golf qui va permettre une frappe rapide. Et on voit ici comment on passe de là à là, comment la rotation, le vissage se défait pour améliorer la coordination. Donc ici, on voit comment le programme moteur inné est remis en question, pas tellement sur la posture, mais sur les coordinations au bas et les dissociations droite-gauche. Donc toute nouvelle coordination va supposer cette restructuration, cette intégration d'un tout, et va nécessiter un rythme nerveux de commande, un rythme d'utilisation des muscles et des fuseaux neuromusculaires, un rythme de gestes et de mouvements que nous venons de voir dans la démonstration du swing en golf avec ces décalages continuels qui correspondent à des impulsions nerveuses, à des recrutements des fuseaux neuromusculaires, qui correspondent à un rythme de décalage proximo-distal, c'est-à-dire le genou, la hanche et le bras qui arrivent en dernier. Et donc ici, une fonction dont on a déjà parlé, une fonction processus fondamentale, justifiée par le fonctionnement nerveux qui est la fonction rythmique de synchronisation.
Bien évidemment, dans ce modèle, eh bien, comme c'est un rapport de temps et d'espace, il va être nécessaire de se situer et dans l'espace et de situer les différentes parties du corps. On ne va pas revenir sur cette fonction dont on a déjà parlé avec la notion de schéma corporel, il est situé dans l'espace, et donc la fonction de repérage spatio-temporel dont on a déjà parlé.